bah, on va reprendre sur les puits quantiques. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran actuellement? Oui, Oui. Oui? Ok, merci. Alors, donc, ce qu'on vient de traiter, donc c'est ce qu'on appelle le puits de quantique infiniment profond. Alors, exemple, exemple physique de puits comme ça. Alors, alors, au programme de prépa, quand on traite d'un puits quantique, ce qui est strictement dans le cadre du programme, c'est le cas où les potentiels sont constants par morceau. Les énergies potentielles, hein. Donc le puits quantique infiniment profond, il a un fond plat, donc avec une énergie potentielle qui vaut exactement 0 au fond, et puis on a des barrières de potentiel qui sont infinies par définition dans ce puits quantique dit infini. Alors, bien sûr, tout ça, ça n'est qu'une approximation. Alors, je vais vous faire un petit... ici, je vais rajouter une petite image. Quand est-ce qu'on peut considérer, grosso modo, qu'on a affaire à un puits quantique à une dimension? Alors, un des exemples les plus proches de ce modèle très simplifié, c'est l'exemple d'une molécule dans laquelle vous avez une alternance de liaisons conjuguées, des liaisons simples et doubles. Voilà, vous avez des électrons pi qui peuvent se balader dans toute la molécule. Et là, je viens de reprendre, de faire un copier-coller d'une image correspondant à ce que j'ai mis dans l'un des derniers DS 2019 ou 2020, dont j'ai mis d'ailleurs la correction en ligne aussi. Donc vous pourrez regarder ça. Donc voilà un exemple physique. Vous avez une délocalisation, si vous voulez, des électrons pi sur tout l'ensemble des liaisons conjuguées, donc grosso modo sur la longueur de la molécule. Et donc la largeur du puits qu'on appelait L ici, en gros, c'est la longueur de la molécule, hein, la somme de la longueur des liaisons conjuguées. Voilà. Et comme on peut considérer que les électrons n'ont aucune chance de sortir de la molécule, eh bien, on peut considérer que on a affaire à un puits de potentiel infini. Il y a une chance nulle que on trouve l'électron en dehors de ces liaisons conjuguées. Donc voilà une situation physique dans laquelle on peut parler d'un puits de potentiel infini. Alors, je vais parler un petit peu après d'un modèle un peu plus réaliste, le puits de profondeur finie. Bon, là, les calculs, il ne faudra pas connaître les résultats par cœur, hein, je ne les connais pas non plus, il faudra juste retenir l'idée. Mais déjà, si on continue un petit peu si j'essaye de résumer un petit peu ce qu'on a obtenu là pour le puits de potentiel infini, bien, vous voyez que déjà, quand on a calculé les fonctions d'onde, hein, c'est le premier truc à retenir, c'est que nous, on a cherché des états stationnaires, c'est-à-dire les états d'énergie bien définis. Et pour ces états stationnaires, on trouve mathématiquement des fonctions, des fonctions d'onde qui ressemblent aux solutions mathématiques qu'on a obtenues pour la corde de Meld. Hein. Donc, je vais mettre en résumé, si vous voulez, état stationnaire, analogue, mais c'est une pure analogie mathématique, évidemment, hein. État stationnaire analogue à la situation de la corde de Meld, dans laquelle vous pouvez considérer que vous avez les deux extrémités qui sont fixes. Voilà. Alors, autre résultat qu'on vient d'obtenir, donc c'est sur cette page-là, énergie de confinement, eh bien, on a vu que l'énergie était quantifiée, donc voilà un résultat qui est typiquement quantique, et on a obtenu une répartition des niveaux qui est proportionnelle à n carré, n étant le numéro du niveau, et donc la constante, on avait trouvé que c'était h carré sur 8m L carré. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expression? Déjà, vous voyez qu'il y a un n carré dedans. Ça veut dire que les niveaux d'énergie dans les puits quantiques infinis, ils ne sont pas régulièrement espacés. Hein. Alors, je peux vous mettre, ici, c'est le moment de vous mettre par une petite image qui résume ça. C'est une image que vous trouverez dans un fichier que j'ai mis ou que je vais mettre sur Arch, je ne sais plus, un fichier d'image. Alors,
je fais un petit copier-coller de cette image qui résume ça, qui résume cette répartition des niveaux d'énergie. Voilà. Hein, donc ça représente bien sûr le puits de potentiel à gauche, avec ici une notation un tout petit peu différente. Hein, c'est pas moi qui ai fait le schéma. La largeur du puits c'est A, mais évidemment ça change rien pour le résultat. Hein, donc ça c'est ce que j'ai appelé L dans le cours. Et vous voyez les différents niveaux d'énergie. Voilà, le premier je le repasse en rouge, le deuxième en vert, le troisième en violet. Bon, vous voyez qu'ils sont pas régulièrement espacés, hein, quand le puits est bien droit et quand il est infini. Et puis vous avez des petites flèches, à droite des petites flèches, vous avez l'allure de la fonction d'onde correspondante. Hein. Et donc c'est là que je vous disais, ça ressemble à ce qu'on a trouvé pour la corde de Meld, puisque dans le premier cas, le cas n égale 1, bah, vous obtenez un fuseau, si vous voulez, une oscillation, on pourrait dire. Dans le cas n égale 2, vous obtenez 2 fuseaux, 3 fuseaux dans le cas n égale 3, etc. Donc mathématiquement, ça correspond à des choses que vous avez déjà traitées avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette formule? Bon, on a vu que le cas n égale à 0, il est impossible. N égale à 0, impossible. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler pourquoi c'est impossible? Quel est l'argument physique qui fait qu'on ne peut pas avoir n est égal à 0? Parce que sinon, la fonction d'onde, elle est nulle et du coup, c'est impossible. Voilà, très bien. Hein, la fonction d'onde serait nulle partout, donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de particules, il n'y a pas d'électrons, puisqu'on doit avoir l'intégrale de psi carré dx, puisqu'on est à une dimension, ça doit toujours faire 1. Bah, si la fonction d'onde est nulle partout, bah, psi carré vaut 0, et donc on ne peut pas avoir une probabilité normée. Voilà. Donc, n égale à 0 impossible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours, vous voyez, au minimum, l'énergie minimum, c'est pas 0 en physique quantique, c'est cette valeur E1 qui est strictement supérieure à 0. Hein. Donc, c'est une petite blague qu'on fait des fois en mécanique quantique. On dit en mécanique quantique, on n'est jamais au fond du trou. Il y a toujours de l'espoir. Hein. Bon, physiquement, l'énergie cinétique de la particule ne peut jamais être égale à 0. Elle doit bouger. Alors par contre, ce qui est important, c'est de retrouver les résultats de la mécanique classique quand on fait tendre les dimensions du problème, du puits quantique par exemple, vers des dimensions macroscopiques. Donc, si vous avez, si par exemple l'épaisseur du puits de potentiel tend vers des dimensions macroscopiques, c'est-à-dire vers l'infini ici, hein, dans notre problème, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ce cas, les niveaux d'énergie, enfin, l'écart entre les niveaux d'énergie tend vers 0 et le niveau E1, c'est pas E0, pardon, c'est E1, et ben, lui-même, il tend quand même vers 0, ce qui est le cas en mécanique classique. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire dès qu'on peut, quand on cherche à vérifier les résultats d'un problème en mécanique quantique ou en mécanique relativiste, on regarde ce qui se passe soit à basse vitesse, en mécanique relativiste, soit quand les dimensions tendent vers des dimensions macroscopiques, on doit retrouver les résultats de la physique classique. Voilà. Alors, c'est pas, je dis que c'est ce qu'il faut faire en principe, mais c'est pas toujours facile de faire ce cas limite en mécanique quantique. Bon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si la masse, dans cette formule, si la masse tend vers l'infini aussi, et ben vous avez le même genre de résultat. Hein. On retrouve E1 tend vers 0, on retrouve le cas de la mécanique classique. Voilà. Hein, donc on peut retenir que en mécanique quantique, dès que vous avez une particule comme un électron qui est confiné, eh ben, son énergie ne peut pas être nulle. Il est forcément excité. Le confinement, ça excite les électrons. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous excite ou si ça vous déprime, mais alors, en mécanique quantique, dès qu'une particule, que ce soit un électron ou quoi que ce soit, quelle que soit la forme du puits, dès que la particule est obligée et contrainte de rester dans un certain domaine, vous pouvez être sûr que
elle a une certaine énergie cinétique. Elle ne peut pas être au repos, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose de typiquement quantique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire là? Vous pouvez réexpliquer la masse? Enfin, la masse, c'est M, la masse, non? Oui, la masse de la Oui. particule, c'est M. Si la masse tend vers des valeurs macroscopiques, c'est-à-dire ici dans notre modèle, si vous faites tendre M vers des grandes valeurs ou vers l'infini, eh bien les niveaux d'énergie, ils sont très proches les uns des autres. Hein. Le niveau E1 il se rapproche de 0, le niveau E2 il se rapproche de E1, etc. Donc on tend vers une distribution continue des niveaux d'énergie. Toutes les valeurs de l'énergie deviennent possibles, et y compris le niveau 0 ou un niveau très très proche de 0. C'est bien ce qu'on trouve en mécanique classique, parce qu'en mécanique classique, on considère qu'il est possible mettons une balle, vous mettez une balle entre deux murs, la balle, elle a une énergie cinétique nulle. Enfin, en tout cas, c'est possible. Hein. Vous la posez au milieu entre deux murs, elle a une énergie cinétique nulle. Eh bien, ce que dit la mécanique quantique, c'est que quand vous faites tendre la distance entre les murs vers 0, et si vous prenez une particule qui n'est pas une balle, mais qui a une masse qui tend vers 0, enfin une petite masse, eh bien, elle va peu à peu adopter un comportement quantique. Donc, elle va se mettre à avoir une certaine énergie cinétique. Oui, c'est bon. Ok. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une particule quantique ou pas? Quel est le critère? Je l'ai déjà donné, mais je répète ici, hein, critère du terme quantique. Ce qui compte, c'est la longueur d'onde de De Broglie. Enfin, c'est une des façons de le voir. Si vous pouvez considérer que, je vais l'écrire ici, si la longueur d'onde de De Broglie associée à la particule, hein, donc vous savez comment on la calcule, lambda égale h sur p, p étant la quantité de mouvement, hein, donc si cette longueur d'onde de De Broglie n'est pas négligeable devant la dimension caractéristique du problème, ici je l'ai appelée grand L, donc si elle n'est pas très petite devant grand L, alors on peut considérer qu'il faut faire de la mécanique quantique. C'est-à-dire que pour avoir les bons résultats physiques, il faut écrire les équations de la mécanique quantique. Les lois de Newton, toute la physique classique ne suffira pas. Hein, donc j'écris ça pour résumer, méca quantique obligatoire. Voilà. Alors, il n'y a pas une frontière stricte, encore une fois, entre le cas quantique et le cas classique. Théoriquement, tout peut se traiter avec les équations de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger, mais en général, c'est beaucoup plus compliqué que la mécanique classique. En tout cas, pour des particules macroscopiques, c'est tellement horriblement compliqué que, en pratique, on ne sait pas faire le calcul. Donc, la mécanique classique devient importante à ce moment-là. Mais il faut bien se rendre compte que voilà, il y a ce critère, si ce critère n'est pas vérifié, c'est-à-dire si la longueur d'onde de De Broglie n'est plus négligeable devant les dimensions caractéristiques du problème, il faut savoir que la mécanique classique, elle tombe à l'eau, et il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Voilà. Alors, je vous rassure encore une fois, au programme, bien sûr, c'est un chapitre parmi d'autres dans le programme de prépa. Vous ne pouvez pas faire toute la mécanique quantique. Donc, qu'est-ce qu'il y a au programme? En fait, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est l'essentiel des calculs qu'on vous demande de savoir faire dans les devoirs, en tout cas, puis dans les sujets de concours. C'est le cas des puits de potentiel qui sont constants par morceau. Hein, donc c'est exactement ce qu'on fait. Et là, on a pris le cas le plus simple, c'est on a un puits de potentiel qui est infini, et il est bien constant par morceau, puisque à l'intérieur du puits, le potentiel, c'est exactement 0. Alors on va voir juste après le cas d'un puits de potentiel qui n'est pas infini, mais qui est aussi constant par morceau. Ça ne veut pas dire que dans un devoir, je ne peux pas faire autre chose, mais dans ce cas, ça serait forcément guidé. Hein. Donc, par exemple, vous avez dans cette page, ici, dans la page qui est à gauche, vous avez le cas du puits de potentiel parabolique. Voilà, l'énergie potentielle, elle peut évoluer elle peut évoluer de manière parabolique, c'est-à-dire en fonction, mettons qu'on appelle x l'abscisse. Si vous avez une énergie potentielle qui est proportionnelle à x au carré, c'est ce qu'on appelle un puits de potentiel parabolique.
Voilà. Ça correspond à l'oscillateur harmonique, hein, par exemple. Quand vous avez une masse qui est accrochée à un ressort, la masse ou le ressort, on peut parler de l'énergie potentielle de l'ensemble, mais l'énergie, vous savez bien qu'en physique classique, l'énergie potentielle élastique du ressort, c'est 1,5 de kx carré. Hein, donc c'est une énergie potentielle parabolique. Donc ça correspond à un puits de potentiel parabolique quand on traite de ça au niveau de la mécanique quantique. Alors, pour ces problèmes-là, pour résoudre ce cas-là, c'est nettement plus compliqué et donc je ne peux vous faire des exercices là-dessus que si je guide beaucoup et si en plus je ne vous fais étudier que quelques cas simples. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai mis justement cet exemple de puits de potentiel harmonique ou parabolique en mécanique quantique dans un de mes DS. Mais bon, vous verrez, c'était très guidé. Hein. Dans ce cas, je donne les solutions, je demande de vérifier, et puis voilà, on fait une discussion qualitative sur les résultats. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce puits de potentiel infini? Donc, je répète, le programme se restreint au puits de potentiel à une dimension. Alors, vous allez me dire, la réalité physique, c'est pas une dimension, c'est 3 dimensions. Mais ça n'est pas strictement au programme. C'est-à-dire que, bon, bah, encore une fois, en guidant bien, je pourrais donner un exercice où on fait intervenir 3 dimensions. Alors, en fait, je l'ai fait dans cette page, mais comme je ne sais pas si j'ai le temps de faire déjà ce qui est strictement au programme, je vais pour l'instant laisser tomber le confinement à 3 dimensions. Si vous regardez la page, c'est pas très compliqué hein, d'obtenir la solution correspondante. Donc là, cette page, ça correspond à ce qu'on appelle une boîte quantique ou un point quantique. Le point quantique, c'est plutôt l'expression anglaise. Boîte quantique. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent à 3 dimensions de ce qu'on vient de faire à une dimension. C'est-à-dire que on a introduit également dans la direction Y, également dans la direction Z, on a introduit des limites, des murs de potentiel, si vous voulez, hein, des variations en tout cas du potentiel que ressent une particule donnée, par exemple un électron. Alors on sait très bien faire ça aujourd'hui pour les électrons justement, dans des petits cristaux ou dans des structures de semi-conducteurs qu'on obtient en faisant des sortes de sandwich avec différents matériaux. Alors, je vous montre juste une application de ça. Je fais un petit zoom là-dessus sur le dessin. Donc là, sur cette photo, on voit, il y a marqué donc qu'on peut, avec des petits cristaux d'un certain cristal, donc voilà, dont la composition est variable, hein, il y en a pas on n'a pas trouvé qu'une solution. Donc on peut fabriquer des toutes petites boîtes quantiques. Et comment est-ce qu'on s'en sert de ces boîtes quantiques? Eh bien, en ajustant la dimension, les dimensions dans les trois axes X, Y, Z, en ajustant les dimensions des boîtes, eh bien, on peut imposer certains niveaux d'énergie aux électrons qui sont contenus dans ces boîtes, en fait, dans ces microcristaux. Et à quoi ça sert? Comme les électrons ne peuvent prendre que des énergies bien précises dans ce cas-là, eh bien, on sait que, comme dans les atomes, lorsqu'il y a une transition entre deux niveaux, par exemple lorsqu'un électron passe du niveau 2 au niveau 1, eh bien, il va émettre un photon dont la longueur d'onde dépend de l'écart d'énergie entre ces deux niveaux, avec une formule que vous connaissez. Alors, si on est capable de choisir les dimensions de la boîte, on est donc capable de fixer les différences d'énergie entre les niveaux et on est donc capable de fixer la longueur d'onde du rayonnement émis au cours des excitations d'un électron dans ces boîtes. Voilà, donc c'est le principe de la fluorescence. Qu'est-ce que c'est le principe de la fluorescence ou de la phosphorescence, hein? C'est la même chose, mais avec une échelle de temps un petit peu différente. Vous envoyez un rayonnement excitateur, par exemple des UV. Les UV vont vont être absorbés par les électrons dans ces boîtes quantiques. Ils vont monter dans des hauts niveaux, puis après, ils vont peu à peu
descendre de niveau en niveau. Et en descendant de niveau en niveau, ils vont émettre soit dans l'infrarouge, soit dans le rayonnement visible. Voilà. Et donc, en faisant varier les dimensions de ces microcristaux, on arrive à faire varier la longueur d'onde émise. Voilà. C'est ça le principe de la fluorescence. Et donc, on s'en sert maintenant en biologie, c'est le sens de l'image qui est au-dessus. On introduit des petits points quantiques, comme on dit en anglais, dans une cellule, et puis après, donc, on utilise leur fluorescence, ces petits cristaux étant injectés dans les cellules, et on peut suivre leur trajectoire par fluorescence. Il suffit d'éclairer en UV, et donc avec ces microcristaux fluorescents, vous avez une luminosité importante à l'endroit où se sont retrouvés ces petits cristaux qui ont été emportés par les flux dans la cellule qu'on veut étudier. Voilà. Voilà une application. C'est pas la plus courante. Les applications les plus courantes de ces boîtes quantiques, comme on les appelle aujourd'hui, donc c'est des trucs que vous connaissez très bien, c'est les lasers. On fait plein de lasers à semi-conducteurs de longueur d'onde bien précise. On fait des diodes électroluminescentes avec ces boîtes quantiques. Il y a plein de choses en microélectronique, en optoélectronique qu'on fait grâce à ces boîtes quantiques. Voilà. Ça commence à être un truc assez courant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc moi, pour résumer, là sur ce confinement à 3 dimensions qui est plus proche de la réalité, je ne peux pas vous demander de connaître les résultats comme du cours. Il faudrait que je vous aide pour ça. Pas de questions là-dessus? On peut passer au cas du puits de potentiel de profondeur finie, donc un petit peu plus réaliste que le cas précédent. Alors, là, il faudrait savoir refaire ce qu'on va faire maintenant, parce que ça intervient dans pas mal d'exercices, mais vous n'avez pas de résultat à connaître par cœur. Ce qu'il faut connaître, c'est le principe. Alors, je reprends une image correspondant à cette situation-là en physique classique. Voilà, puits de potentiel, donc je me décale un petit peu. Voilà, un puits de potentiel, je vous rappelle, c'est ça. Vous avez une bille que vous lâchez à une certaine hauteur, donc il y a une certaine énergie potentielle, et cette bille, donc, elle va faire des oscillations entre deux points extrêmes là qui sont indiqués x1, x2. Voilà. Ça, c'est bien un puits de potentiel de hauteur finie, puisque vous voyez que sur ce diagramme-là, il y a des bords. Il y a une hauteur finie, c'est-à-dire que si on donne suffisamment d'énergie à la particule, elle pourrait sortir du trou. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle les états liés, c'est-à-dire les états dans lesquels la particule n'a pas assez d'énergie mécanique pour sortir du trou. Mais donc on a quand même des bords de hauteur finie, et pour simplifier, on va considérer, conformément au programme, un puits de potentiel avec une énergie potentielle qui est constante par morceau. C'est-à-dire que ce n'est pas un puits parabolique, par exemple, comme je l'ai représenté à droite, c'est un potentiel de type carré, une sorte de cuvette carrée. Voilà. Okay. Donc, on se lance là-dedans. Alors voilà la modélisation de cette cuvette carrée. Alors pour des raisons de simplification mathématique qui apparaîtront au cours du calcul, on a centré l'axe des x, puisqu'on travaille encore une fois à une dimension. L'axe des x, il a comme origine le centre de ce puits de potentiel à bord carré. Alors, on considère que l'énergie totale de la particule, c'est ce qui est noté grand E. Donc ça correspond au niveau là que je suis en train de repasser en tiret violet. Cette énergie totale de la particule, elle est inférieure à l'énergie E0, l'énergie potentielle E0 qui est représentée là sur le graphique, c'est-à-dire que sur ce graphique, on a considéré que l'énergie potentielle valait 0 à l'intérieur
du puits quantique, c'est ce que je repasse en vert maintenant. Là, au niveau de cette zone, l'énergie potentielle vaut 0. Et par contre, dans la zone que je repasse en violet, là, par exemple, elle vaut E0 et elle vaut aussi E0 à gauche, là-bas. Voilà. Donc, on décompose comme ça. Ce puits quantique de profondeur finie, on le décompose en 3 morceaux qui sont notés 1, 2, 3, comme vous voyez. Et il s'agit bien d'un puits de largeur grand L, comme précédemment. Comme ça, à la fin, on pourra comparer le cas du puits quantique infini qu'on vient de traiter et puis le cas du puits de profondeur infinie qu'on peut vouloir utiliser pour avoir des résultats un petit peu plus réalistes. Ça va, ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je raconte là? Donc, on y va. Alors, la modélisation mathématique. On dit donc que l'énergie potentielle vaut 0 à l'intérieur du puits. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. À l'intérieur du puits, c'est pour x allant de moins L sur 2 à L sur 2. Donc l'énergie potentielle vaut 0. Je vous rappelle que c'est arbitraire, que ce soit en mécanique quantique ou en mécanique classique. L'origine des énergies potentielles, c'est arbitraire. Donc on retrouverait les mêmes résultats en ayant une autre origine, en ayant posé une autre origine pour l'énergie potentielle. Et puis d'autre part, comme j'ai dit, l'énergie potentielle vaut 0 à l'extérieur du puits, E0, pardon, à l'extérieur du puits, et ce E0, donc c'est une grandeur finie, c'est une valeur finie. Et on considère, comme j'ai dit, un état lié, c'est-à-dire que l'énergie totale de la particule est inférieure à 0. C'est-à-dire qu'en tout cas, classiquement, on ne peut pas retrouver la particule en dehors du trou, en dehors du puits de potentiel. Alors, l'avantage d'avoir pris l'origine des abscisses X au centre du trou, au centre du puits de potentiel, c'est que du coup, on a une énergie potentielle. Si je la note, c'est-à-dire la courbe rouge, je l'ai notée EP, donc elle dépend bien sûr de X, puisqu'elle vaut 0 dans un certain domaine et elle vaut E0 ailleurs, c'est constant par morceau. Donc en tout cas, en ayant pris l'origine de ce puits de potentiel, pardon, en ayant pris l'origine de l'axe X au centre du puits, eh bien l'avantage c'est que on a dans ce cas une énergie potentielle qui est paire. C'est-à-dire qu'on a la même énergie potentielle à droite en X et à gauche à la même distance en moins X. Voilà. Alors, quel est l'avantage de cette parité pour l'énergie potentielle? Eh bien, ça veut dire qu'on a un problème qui est symétrique par rapport au plan X égale à 0, si vous voulez. Et donc, si on a une symétrie dans le problème, on a une symétrie forcément dans les solutions. Et donc, on a une densité de probabilité de présence qui doit être la même à droite et à gauche de ce plan de symétrie à la même distance. C'est-à-dire en x et en moins x, on doit avoir la même probabilité de présence. Voilà. Donc c'est ce que je note, module de phi en x, module de phi carré en x égale module de phi carré en moins x. Monsieur? Voilà. Oui. Mais du coup, l'énergie potentielle est toujours liée à une probabilité de présence de la particule. C'est deux choses différentes. Vous avez ici c'est deux choses différentes. Pourquoi vous dites que c'est lié en fait? Parce qu'on a un donc. Ah, alors en fait, ce que j'utilise moi, c'est la symétrie. Ah d'accord. Vous avez, en fait, quand je dis donc, c'est parce que je vois que on a la même énergie potentielle à gauche et à droite à la même distance. C'est-à-dire que tout le problème admet un plan de symétrie qui est le plan x égale à 0. Ok. Et c'est ça le sens du donc. Si vous avez un problème qui a une certaine symétrie, ce que je dis, c'est pas que pour la mécanique quantique. C'est en électricité, en électrostatique, c'est un truc super important. Vous commencez par trouver, par exemple, les plans de symétrie électromagnétique. Oui. Et si vous trouvez un tel plan, vous savez que le champ électrique, par exemple, il aura la même symétrie. Bon, là, c'est pareil. Je vais avoir la même densité de probabilité de présence pour la particule à gauche et à droite du plan à la même distance. En tout cas, pour des points symétriques. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si le module carré de la fonction d'onde a la même valeur à gauche et à droite d'un certain plan, eh bien, de deux choses l'une, soit j'ai la fonction d'onde phi qui est paire,
soit elle est impaire. Dans les deux cas, j'aurai bien le module carré qui sera le même à gauche et à droite. Donc, pour simplifier, on peut traiter séparément ces deux cas de figure. C'est ce qu'on va faire ensuite. On va, par exemple, traiter d'abord le cas des solutions paires, et puis ensuite, on peut traiter de la même façon le cas des solutions de l'équation de Schrödinger impaires. Monsieur, Oui. donc vous avez dit que l'énergie potentielle, elle était paire. Oui. Et donc, du coup, phi, c'est paire. Non, Et du coup, c'est ce que j'ai dit, c'est que le fait que l'énergie potentielle soit paire, ça impose que on a une symétrie du problème, de tout le problème physique par rapport au plan x égale à 0, et donc que la densité de probabilité de présence est symétrique par rapport à ce plan x égale à 0. Mais la densité de probabilité de présence, ce n'est pas la fonction d'onde. La densité de probabilité de présence, c'est proportionnel au module carré de phi. C'est phi carré. Si on a par exemple phi réel, c'est phi carré qui est pair. D'accord ? Pour que phi carré soit pair, il faut que phi soit pair ou phi impair. C'est bon ? Ok, d'accord. Oui, ok. Voilà. Alors, donc première étape, il faut écrire l'expression générale des solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire, puisque je vous rappelle que on s'intéresse pour l'instant enfin, dans le cadre du programme, on ne s'intéresse qu'aux états stationnaires, c'est-à-dire les états d'énergie bien définis, et on sait que dans ce cas-là, l'équation de Schrödinger générale que vous devez connaître, donc vous devez connaître l'expression, elle se réduit à une équation plus simple, une équation différentielle à une seule variable d'espace qui est x. Bon. Donc bon, ça vous devez savoir le retrouver. Alors, quelles sont les solutions de cette équation ? Je vais déjà réécrire l'équation. Je vous rappelle donc que cette équation. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler, je vais faire un petit peu intervenir, allez, Arthur par exemple, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que l'équation de Schrödinger stationnaire? Comment elle s'écrit? Oui, c'est moins h bar carré sur 2m Oui. fois Laplacien plus énergie potentielle. Oui. Alors, moi, je mets Laplacien de phi plus énergie potentielle fois phi, d'accord, égale E phi. Est égal à l'énergie totale fois phi. Voilà, effectivement. Alors, si on écrit ça, mettons pour... alors, je vais l'écrire un tout petit peu autrement, ça je pense que je l'ai déjà fait avant. Je vais multiplier par moins 2m sur h bar carré. Et puis, je vais, au lieu d'écrire Laplacien, qui est un truc un petit peu compliqué, comme on est à une seule dimension, je vous rappelle que Laplacien, c'est la dérivée seconde. Donc, ça nous fait phi seconde de x, puisqu'on a ici une seule variable d'espace, c'est x. Alors, phi seconde de x, je multiplie par moins 2m sur h bar carré. Donc, ça fait moins 2m EP sur h bar carré fois phi est égal à moins 2me sur h bar carré fois phi. Voilà. Donc, bon, ça c'est une transformation qu'on a déjà faite. Alors, je l'écris, voilà, soit ça, soit, je regroupe un petit peu, donc ça fait phi seconde. Alors, phi de x partout, je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais phi, bien sûr, c'est une fonction de x. Donc, ça nous fait phi seconde de x, voilà. Je vais l'écrire à droite, le reste est égal à, je vais écrire moins 2m fois E moins E0 sur h bar carré fois phi. Voilà, fois phi de x. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Voilà l'équation sur laquelle on tombe tout le temps. Donc je ne saurais trop insister sur ce qu'on fait là dans cette page et dans la page précédente sur le pic potentiel fini, parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on
demande aux élèves de prépa de savoir refaire. Hein. Il faut savoir refaire les calculs. Même si, par exemple, là, dans le cas du puits de potentiel de professeur Fini, moi-même, je ne connais pas par cœur les résultats, il faut savoir réécrire ces équations. Hein. Donc là, ce que je viens d'écrire, par exemple, il faut savoir le faire, puis il faut connaître les solutions de cette équation. Sachant que ici, eh ben, on a, conformément au programme, on a une énergie potentielle EP qui alors j'ai mis E0, pardon, c'est EP. Voilà. EP, elle doit être constante par morceau. Hein, donc elle vaut ici soit 0, soit la valeur que j'ai notée E0. OK ? Alors, maintenant, on résout cette équation. Mais est-ce qu'il y a une question là sur ce que je viens d'écrire déjà? C'est bon? Alors, donc, on résout cette équation, on va l'écrire déjà dans le domaine 2. Dans le domaine 2, c'est le domaine où l'énergie potentielle vaut 0. Hein, donc, voilà, je prends un peu de place voilà, ici. Donc, domaine 2, c'est-à-dire l'intérieur du puits, on a l'énergie potentielle qui vaut 0. Et donc, bien sûr, ça nous fait phi seconde de x. On a déjà écrit ce genre de truc, hein, donc je peux aller vite, égale moins 2me sur h bar carré fois phi de x. Okay, alors, quelles sont les solutions allez, je vais demander à Eric. Quelles sont les solutions, un truc qu'on a déjà vu, hein, de cette équation, solution mathématique? Est-ce que Eric m'entend? On est dans le domaine 2, donc je vais noter ça phi 2. Alors, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de micro. Fichier de conversation. Non, pas de nouvelles. Bon, alors, allez, je change, hein, dommage. Lawal, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les solutions mathématiques? Un sinus plus un cosinus. Voilà, un sinus et un cosinus. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas la seule façon d'écrire. Bon, on va écrire d'autres choses après, mais voilà, phi 2 égale un sinus et un cosinus. Alors d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur le polycopier, mais comme ça, on le justifie. Donc, une certaine constante fois sinus kx plus une autre constante fois cosinus kx. Bon, mais quand on écrit ça, toujours la Wall, c'est sous-entendu que k vaut quoi? C'est égal à racine de... Enfin, c'est égal à h sur racine de 2me. Non, c'est simplement racine de 2me sur h bar. Ouais, Hein, pourquoi? Parce que quand vous dérivez, allez, rappelez-moi rapidement la Wall, quand vous dérivez sinus kx, qu'est-ce que ça fait? K cos x, enfin K cos kx. K cos kx, et quand vous dérivez une deuxième fois, ça fait? Vous dérivez une deuxième fois par rapport à x, ça fait quoi? Ça fait moins K carré cos kx. Voilà, moins K au carré fois le cos. Pas fois le cos, fois le sin. Hein, fois sin kx. Ouais. D'accord? Donc, on retrouve bien, ça répond bien à l'équation différentielle qui est au-dessus, avec K au carré égale tout ce qui est dans la parenthèse. Hein. Tiens, je le mets ici, le K au carré, c'est tout ça. Voilà. Tiens, je vais le faire en vert ici, puisque j'ai fait une parenthèse en vert. K au carré. Voilà, donc ça justifie l'expression qui est donnée, l'expression de la solution mathématique qui est donnée pour phi dans la zone numéro 2. Voilà. Alors, dans la zone numéro 1, moi je vais le faire un petit peu à droite, donc c'est ce que je vais appeler domaine 1. Dans le domaine 1, vous avez une énergie potentielle qui est constante et qui vaut E0. Voilà, constante. Bon. Alors, ça change un petit peu notre calcul. Pourquoi? Parce que vous avez dans ce cas-là phi seconde, hein, vous avez ce que j'ai appelé k au carré, eh bien, ça devient quelque chose de négatif. Hein. On a ici domaine 1 ou domaine 3, hein, d'ailleurs ça donnerait mathématiquement le même genre de truc. On a ici E0 qui est supposé supérieur à l'énergie totale de la particule.
Bon. Donc, comment on peut réécrire ça? Je vais l'écrire phi seconde de x est égal à, je vais enlever le si moins que devant, je vais écrire égal 2m facteur de E0 moins E sur h bar carré fois phi de x. D'accord? Et donc, maintenant, ce que je viens d'écrire entre parenthèses, c'est quelque chose de positif. D'accord? Donc là, vous devez savoir, c'est pas forcément moi qui vais vous le dire dans un énoncé, vous devez savoir quel est le type de solution. Dans ce cas-là, allez, Mathis, mettons, c'est quoi le genre de solution? Bon, il n'y a pas à m'entendre, ou il ne peut pas me répondre, je ne sais pas. Alors, Isoé, qu'est-ce que ça fait? Oui, vous pouvez juste répéter la question? La question, c'est quelle est la solution mathématique de cette équation, sachant que ce qui est entre parenthèses ici, c'est strictement positif. Comment s'écrit la solution mathématique d'une telle équation? L'exponentielle? C'est des solutions exponentielles. Alors, effectivement, ça correspond à ce qui est dans l'énoncé. Donc, je vais reprendre les mêmes notations. Donc, on a des exponentielles alpha x ou exponentielles moins alpha x. Et j'introduis des constantes pour chaque exponentielle. Mais quand on écrit ça, c'est que alpha vaut combien? C'est racine du truc qui est positif, là, deuxième facteur de Voilà, 0. c'est la racine de tout ça. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, révisez bien ça, parce que c'est vraiment le truc le plus classique, hein, le truc ce genre de calcul qui arrive inévitablement dans ce qu'on vous demande de faire là, dans ce chapitre. Voilà, hein, donc on peut vérifier facilement que ça, c'est bien une solution mathématique dans le domaine 1. Et dans le domaine 2, évidemment, c'est des calculs analogues, puisqu'on a la même énergie potentielle, domaine 2, expression analogue. J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'on doit connaître la formule de départ par laquelle on a commencé avec L'équation de Schrödinger stationnaire, oui. Ok, d'accord. Et même l'équation de Schrödinger tout court. Et vous devez savoir passer de l'une à l'autre, de l'équation de Schrödinger générale à l'équation de Schrödinger stationnaire. Ok. Monsieur? Oui. Du coup, j'en profite parce qu'en fait, j'ai pas compris dans l'équation de Schrödinger stationnaire, c'est quoi, pourquoi on peut pas simplifier E et EP? Enfin, pourquoi E c'est pas EP plus EC? Pourquoi c'est pas l'énergie mécanique? Je comprends pas ce que représente E en fait. E, c'est l'énergie totale de la particule. Oui, en physique classique, on appellerait ça l'énergie mécanique, si vous voulez. Et du coup, on peut pas la détailler pour simplifier le EP en fait. C'est ça que je me demandais. Le EP fois phi qui est d'un côté, il peut pas se simplifier avec le E fois phi d'une certaine façon. Pour l'équation, vous pouvez toujours écrire, si vous voulez, l'équation de Schrödinger stationnaire, vous pouvez l'écrire toujours en mettant du même côté E et EP et faire apparaître, disons, l'énergie cinétique. Oui, Ouais, il oui, c'est n'y a ça. pas de problème. Hein, mais je vous rappelle que cette équation, c'est un cas particulier, le cas particulier des états dits stationnaires. Et donc, je suis tombé sur cette forme de l'équation à partir de l'équation de Schrödinger générale. Voilà. Ok. Alors, juste un petit bémol sur ce que vous dites, vous parlez d'énergie mécanique, sauf que il n'y a pas que la mécanique dans la vie, enfin en tout cas dans la physique, et vous pouvez avoir d'autres types d'énergie que l'énergie mécanique. Par exemple, quand on a des électrons, vous pouvez avoir des énergies de type électrostatique, ou il peut y avoir des phénomènes de magnétisme, il peut y avoir plein de trucs, il y a pas mal de formes d'énergie qui ne sont pas purement mécaniques. Hein. Donc c'est pour ça que je parle simplement, moi, d'énergie totale de la particule. Ok, d'accord, ouais. Ok, merci. De rien. Bon, alors, là, je vais vous faire remarquer quand même un petit truc curieux, c'est qu'on a trouvé une solution mathématique de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire une solution de cette équation fondamentale de la physique au niveau microscopique. On a trouvé une solution dans un domaine où l'énergie potentielle est supérieure à l'énergie totale de la particule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaye de poser, comme on vient de le dire, l'énergie totale égale EP plus EC,
on se retrouve quand même ici avec une énergie cinétique qui est négative. D'accord ? Donc, attention, quand on fait des transpositions entre la physique classique et la physique quantique, il y a des surprises qui nous attendent. Hein. Or, là, il n'y a pas de. En fait, on n'a pas fait d'erreur. Il y a bien une solution en mécanique quantique à l'équation de Schrödinger stationnaire dans cette zone où, classiquement, la particule ne devrait pas pouvoir se trouver puisque son énergie cinétique devrait être négative. Alors, voilà, ça c'est ce qui arrive dans les deux domaines 1 et 3. Monsieur, oui, pourquoi son énergie cinétique devrait être négative? Je n'ai pas tout compris. ben parce que ici, je vous rappelle, donc l'énergie, je vais écrire en bleu, l'énergie potentielle c'est E0. Et vous voyez que dans le domaine 1, l'énergie de la particule, je le repasse en violet, je l'avais fait en violet, je vais essayer de... J'ai un petit bug. Voilà, je repasse en violet le niveau d'énergie totale de la particule, en tiret violet. Vous voyez ? Cette énergie totale de la particule, elle est inférieure à l'énergie potentielle de la particule dans la zone 1 et à l'énergie potentielle de la particule dans la zone 3. Oui. Donc dans les zones 1 et 3, l'énergie totale de la particule est inférieure à son énergie potentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie totale? C'est en mécanique, en physique classique, hein, disons, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. C'est ça qui vaut l'énergie totale. Oui. Si je vous dis que, donc, alors, si vous voulez, je l'écris encore plus détaillé, ça fait EC égale E moins E0. Mais si E0 est supérieur à l'énergie totale, ça veut dire que l'énergie cinétique est négative. D'accord. Voilà. Ok, Donc, d'accord. c'est là qu'il faut se méfier un petit peu du terme énergie cinétique. On peut toujours l'écrire avec un EC, mais bon, il peut se trouver qu'il y ait des solutions dans une zone qui est interdite en mécanique classique, qui donnerait aucun sens en mécanique classique. Voilà. Alors, ces solutions, vous voyez, elles ont une tête exponentielle. Hein. Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire déjà, si on regarde cette solution, là je reprends ce qui est marqué sur le polycopier, vous voyez c'est une somme de deux exponentielles, là je suis dans la zone 1, c'est-à-dire la zone de gauche, l'abscisse x, elle peut tendre vers moins l'infini éventuellement, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que Julie a un micro et pourrait me répondre? Quand je vois cette expression mathématique, maintenant j'essaie de revenir à la physique, voir à quelles conditions ça peut avoir un sens. Qu'est-ce qu'on peut dire de A1 et de B1? Est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui doit être nulle entre ces deux constantes et pourquoi? Alors, Julie, est-ce qu'elle m'entend? Elle ne répond pas. Bon, eh ben, alors je vais passer à Nathan. Est-ce que vous m'entendez, Nathan? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, donc, quand on fait, on est dans la zone 1, dans la zone 1, x peut tendre vers moins l'infini. Qu'est-ce qui peut se passer comme problème dans cette expression que j'ai entourée en vert? Si x tend vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Alors, quelle exponentielle? L'exponentielle après b. Pardon? L'exponentielle après b1. Voilà, l'exponentielle après b1. Elle peut tendre vers plus l'infini. Hein, et donc ça, bien sûr, en physique, ça pose problème. Alors, je vais l'écrire ici, dans le domaine 1. Donc, je reviens au domaine 1. Donc, cette expression mathématique que j'entoure là de nouveau, voilà, cette expression mathématique, elle diverge quand x tend vers moins l'infini, ce qui est possible dans le domaine 1. Donc, diverge, oula, j'ai écrit un peu gros là. Donc, divergence quand x tend vers moins l'infini, si, bien sûr, si B1 est différent de 0. Hein, donc, on en déduit que forcément, il faut que B1 soit égal à 0. Voilà. Par contre, A1 n'est pas forcément nul. Donc, que dit l'équation de Schrödinger? Elle dit qu'en physique quantique, on peut très bien avoir une solution dans le domaine qui est interdit classiquement. Alors, attendez, je fais
petit bug, je reviens J'ai là. une question. Oui. Pourquoi on fait pas le cas en plus l'infini? Ou alors vous allez en venir après, mais... Alors, oui, parce que là, je suis seulement dans le domaine 1. Le domaine 1, il Ok, va de ok. moins l'infini à moins L sur 2. Voilà. Ok. Donc, pour cette histoire de divergence, vous avez compris que le terme B1, il doit être nul. Hein. Et si maintenant j'en viens au domaine Phi3, alors qui m'a posé la question? J'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine 3? Quelle est la constante? C'est du coup l'autre constante qui va être nulle. C'est l'autre, c'est-à-dire? C'est B1 qui doit être nul. Alors, dans le domaine 3, vous voyez comme moi, si vous voyez mon écran, là, il n'y a pas de B1. Dans le domaine 3, il y a A3 et B3. Du coup, c'est B. Il faut que ça diverge. Quand ça diverge en physique, en général, il y a un problème. Ok, du coup, pour pas que ça diverge, il faut que A3 soit nul. Voilà, il faut que A3 soit nul. Hein, donc, pour les mêmes raisons, hein, donc je le mets en petit en dessous. Voilà, problème de divergence en x tend vers plus l'infini, cette fois. Voilà, puisque dans le domaine 3, x peut tendre vers plus l'infini. Alors, j'ai des petits bugs, là, il faut que j'aille moins vite quand j'écris, quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc nos solutions, si elles veulent avoir un sens en physique, ça nous permet si on veut éviter les divergences, ça nous permet d'éliminer déjà deux de ces constantes-là. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Donc, vous voyez qu'on peut avoir une fonction d'onde non nulle dans ce domaine classiquement interdit à la particule, mais à condition que la fonction d'onde, en fait, décroisse exponentiellement dans ces zones-là. Et on va voir que la décroissance est très rapide. Hein, ça se trouve à l'échelle microscopique. Monsieur? Oui. Mais du coup, si une fonction d'onde divergeait, ça aurait quoi comme non-sens physique? Je vous rappelle que déjà, si on veut donner un sens de probabilité à la fonction d'onde associée à une particule, il faut que quand on intègre le module carré de la fonction d'onde sur tout l'espace, il faut qu'on trouve 1 pour que ce soit une probabilité. Oui, d'accord. Voilà. Bon, et de toute façon, vous ne pouvez pas avoir une fonction d'onde qui diverge, quoi. On peut pas avoir. Imaginez, vous avez une particule, un électron que vous mettez dans un puits de potentiel. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on ait une fonction d'onde qui diverge à plus l'infini? Ça voudrait dire qu'il y aurait une chance infinie que cet électron que vous avez déposé dans votre puits de potentiel, il y a une chance infinie qu'il se retrouve, qu'il se manifeste à une distance infinie de ce puits de potentiel. Bon, voilà, ça n'aurait pas de sens. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, c'est un résultat qui est assez surprenant, il faut bien le dire, parce que c'est impossible en mécanique classique, hein, qu'on ait une particule qui se retrouve là-dedans. Ceci dit, du point de vue mathématique, si on regarde un petit peu ces équations, ça vous rappelle peut-être ce que vous avez fait dans le chapitre sur les ondes électromagnétiques. Je mets ça en remarque en dessous. Remarque. Alors, je ne voulais pas écrire si gros, mais je vais changer. Donc, petite remarque d'ordre mathématique, où je fais un parallèle avec un autre domaine de la physique. Vous avez vu en électromagnétisme, vous avez vu l'équation de D'Alembert. Électromagnétisme. Bon. Alors, l'équation de D'Alembert. Est-ce que vous avez encore une idée de ce que c'est que l'équation de D'Alembert victorien? Si j'écris l'équation d'Alembert pour le champ électrique, qu'est-ce que ça fait? À combien de dimensions? À une dimension, hein, mettons. Il me semble que c'est d de n sur dx. Alors, c'est pour le champ électrique. d de e sur dx. Voilà. Sur dx2 dans ce cas. Hein, ouais. d2e donc sur dx2. Et c'est moins 1 sur c carré? Ouais. d de e, d2e, comment dire? Voilà, sur dt2. Voilà, égal.
C'est égal à quoi? 0. C'est égal à 0. Bon, alors moi, je ne vais pas écrire un C carré, parce que ça, c'est réservé au cas du vide. Je vais écrire V carré. Et parce que bah, on n'est pas forcément dans le vide, hein, quand on fait de la propagation d'une onde lumineuse. Donc, bah, vous savez certainement, elle est encore victorien. V, c'est quoi par rapport à C? La vitesse dans un matériau d'indice n. Sinus N, non, je sais pas. Pardon, c'est J'en ai aucune idée. aucune idée. Allez, bah, je vous le dis, c'est C sur n, qu'on appelle la loi de Fermat aussi. Bon, donc cette équation d'Alembert qu'on vient d'écrire, en général, on l'écrit dans le cas particulier simple d'une onde qui est sinusoïdale. Hein, donc, pour une onde sinusoïdale, quand on a une dépendance temporelle qui est sinusoïdale, eh bien, comment ça peut s'écrire? Bah, le D2E sur DX2, ça ne change pas. Le 1 sur V carré, bah, je peux l'écrire N carré sur C carré. Et quand je dérive deux fois par rapport au temps une onde de pulsation oméga, bah, il sort un terme moins oméga carré. Donc ça nous fait plus oméga carré fois N carré sur C carré fois E est égal à 0. Voilà. Ça, c'est une équation. Est-ce que quelqu'un sait comment on appelle cette équation-là? On l'a vu dans le chapitre sur les ondes mécaniques. Après, je ne sais pas si vous l'avez revu après en électromagnétisme. Cette équation que je viens d'écrire s'appelle comment? Bon, bah, je vous le dis. C'est l'équation de Helmholtz. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire ici un cours sur les ondes électromagnétiques, hein, ne vous inquiétez pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, cette équation de Helmholtz, on peut la comparer assez simplement à ce qu'on a écrit au-dessus pour la mécanique quantique. Je l'écris ici, à comparer à l'équation suivante qui est phi seconde de x. Ben, qu'est-ce que c'est phi seconde de x? C'est d2 phi sur dx2 plus ben, le terme, je recopie le terme qui est écrit au-dessus, hein, plus 2m fois E moins énergie potentielle sur h bar carré fois phi de x est égal à 0. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre d'équation. C'est la même équation. Hein. Mathématiquement, c'est bien la même chose. Alors, surtout dans les domaines où l'énergie potentielle est constante, eh bien, on peut faire vraiment le parallèle entre les deux équations. Les deux termes qui sont analogues, si vous voulez, je les écris. C'est le terme N2 oméga 2 sur C2. C'est vraiment l'analogue. Voilà. Ça, c'est l'analogue du terme que je réécris en rouge, là, qui est donc 2m fois E moins EP, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'énergie cinétique, là, sur h bar carré. Voilà. Donc, vous voyez les zones, en fait, dans lesquelles l'énergie totale est supérieure à l'énergie potentielle. Ça correspond vraiment à un problème d'onde électromagnétique avec un N qui est positif. Voilà, c'est ce qui se passe quand vous avez une onde qui se propage soit dans l'air, soit dans un matériau transparent d'indice N. Bon, c'est le cas classique. Alors, le cas où vous avez l'énergie totale qui est inférieure à l'énergie potentielle, c'est ce qu'on est en train de voir dans le domaine 1 ou dans le domaine 3, ça correspondrait à un N carré qui serait négatif. Bon. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez fait dans le cas des ondes électromagnétiques, mais ça correspond à ce qui se passe dans un métal, en fait. Dans un métal, eh bien, les ondes ne se propagent pas, les ondes électromagnétiques ne se propagent pas. Par contre, si le métal n'est pas parfait, on peut avoir des ondes évanescentes, c'est-à-dire des ondes dont l'amplitude décroisse exponentiellement. Et comment est-ce qu'on obtient ces ondes évanescentes? Exactement de la même façon qu'on vient d'obtenir une décroissance exponentielle de la fonction d'onde là, à partir de notre équation de Schrödinger stationnaire. Mathématiquement, c'est la même chose.
Est-ce que vous aviez fait le cas des ondes évanescentes dans un métal imparfait en électromagnétisme? En tout cas, Nancy, je suis pas sûre, non. Ah, d'accord. Vous avez fait que la réflexion, par exemple, d'une onde électromagnétique sur un métal parfait. Je crois qu'on n'a pas eu le temps en fait. Oui, Ah, c'est ça. ok. Monsieur Torrance avait dit qu'on sautait cette partie. D'accord. Ok. Bon, alors, parce que ce que je voulais vous dire, c'était que si vous aviez compris les ondes évanescentes, bah, vous aviez déjà tout compris ici. C'était pour vous rassurer. Bah, écoutez, voilà. En tout cas, il faut savoir résoudre ça. Sachez qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Alors, bon, donc je reviens à l'expression mathématique de ces trois expressions de la fonction d'onde. Hein, donc on parle toujours de la même particule, par exemple, c'est un électron, et si j'appelle phi sa fonction d'onde, je la décompose en trois. C'est phi1 à gauche dans le domaine 1, phi2 dans le domaine 2, phi3 dans le domaine 3. C'est la même fonction d'onde, elle a juste des expressions mathématiques différentes suivant le domaine. Voilà. Alors, pour compléter un petit peu le polycopier, la page 26, je vois que j'avais marqué pas de divergence à l'infini. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ben, c'était pour compléter. Ça veut dire que B1 est égal à 0 et A3 est égal à 0 hein, dans nos expressions mathématiques. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les constantes qui apparaissent là, qui restent dans ces expressions? Eh bien, il y a un truc qu'il faudra retenir, qu'on a déjà utilisé en partie, c'est les conditions aux limites. Alors ici, vous avez donc deux valeurs frontières, c'est les valeurs x égale moins L sur 2 et x égale L sur 2. Ces valeurs, c'est les abscisses pour lesquelles le potentiel saute de manière brutale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Eh bien, comme précédemment, comme dans le cas du puits de potentiel infini, on va admettre que la fonction d'onde phi est continue. Et on va exprimer cette continuité. Alors, ben, je vais l'écrire à droite, puis c'est quelqu'un qui va me dire, allez, par exemple, Wahib, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça donne, le fait que la fonction d'onde soit continue? Je me fais un peu de place là à droite. Phi est continue en x égale L sur 2. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que là, qu'elle est égale des deux côtés, je sais pas comment expliquer. Oui, mais alors, comme on a l'expression, vous avez comme moi l'expression sous les yeux, vous voyez, en L sur 2, donc c'est la frontière entre les domaines 2 et 3. Je l'écris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Bah, phi de L2 plus est égal à phi de L2 moins, non? Non, je sais pas. Oui, d'accord. Et alors, L2-, quand vous dites L2-, ça veut dire à gauche de... pardon, c'est pas L2 d'ailleurs, c'est L sur 2. Hein. Quand vous dites L sur 2 moins, ça veut dire juste à gauche de L sur 2, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine 2. D'accord? Oui. Donc, il faut utiliser l'expression mathématique de phi dans le domaine 2. Alors, qu'est-ce que ça donne en x égale L sur 2? Sur le domaine 2, on a A2 sinus K L sur 2. Oui, alors attendez, j'écris déjà ce que vous venez de me dire, excusez-moi. Phi 2 en... Voilà. En L sur 2 moins égale à phi 3 en L sur 2 plus. Bon. Alors, on va, en fait, avant de l'écrire de manière générale, on va simplifier un petit peu, parce que je vous rappelle que j'avais expliqué tout à l'heure que les solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire, elles étaient soit paires, soit impaires. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions puisque, comme dans le cas du puits infini, on a une quantification des niveaux d'énergie. Et donc, il peut y avoir des fonctions d'onde solutions paires ou il peut y avoir aussi des fonctions d'onde solutions impaires. Hein. Donc, on va choisir simplement, pour l'instant, on va traiter un cas possible, le cas où les solutions sont paires. Alors, si les solutions sont paires, qu'est-ce que ça impose? Solution paire.
Waïb. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez l'expression de phi2. Comment est-ce qu'on peut simplifier un petit peu? C'est les paires, c'est. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que phi2 est pair, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement qu'une fonction est paire? C'est-à-dire que phi de moins x est égal à phi de x. Voilà, phi2 de x égale phi2 de moins x, voilà, quel que soit x, bien sûr, dans le domaine de définition de phi2. Moins L sur 2, L sur 2. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire la démonstration ou est-ce que vous pourriez me dire quelle est la constante entre A2 et B2 dont on peut donner tout de suite la valeur? On peut enlever. Non. Alors, je vous avais parlé, mais je n'ai pas entendu la réponse. On peut enlever A2, non? Voilà, A2 est forcément nul. Sinon, on n'aurait pas une fonction paire. Donc, si vous vous demandez pourquoi, écrivez simplement mathématiquement l'expression phi2 de moins x et vous dites que quel que soit x, phi2 de x doit être égal à phi2 de moins x et vous allez tomber sur A2 est égal à 0. D'accord? Donc, pour résumer, pour les solutions paires, uniquement pour les solutions paires, on peut écrire simplement phi2 de x égale B2 cosinus kx. Voilà. Alors, je reviens à mon sujet. Mon sujet, c'était d'écrire que phi est continu en x égale L sur 2. Donc, je réécris ici, phi continu en x égale L sur 2. Et puis, allez, comme Waïb, il a pas mal répondu, il est fatigué, je vais passer à, allez, je sais pas moi, Paul van der Scher, puis il y en a deux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait B2 cos K fois L sur 2 égale B3 exponentielle moins alpha L sur 2. Voilà, exponentielle moins alpha L sur 2, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a du mal avec ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Bon, alors, ça c'est la première condition. Alors, cette condition, elle nous a suffi quand il s'agissait du puits de potentiel infini. Ça suffisait à déterminer les deux constantes qui étaient a priori inconnues. Et ça nous donnait même les valeurs possibles de K. Alors maintenant, on a un peu plus d'inconnus, puisque on a aussi on a A1, A2, B2, B3. Donc, il faut avoir une autre condition. Alors, on va admettre, je l'ai bien mis, j'ai bien mis que c'était admis, je ne vais pas vous demander de le démontrer. On va admettre que dans le cas d'un saut de potentiel fini, c'est-à-dire un cas vraiment physique, eh bien, phi' est aussi continu. Donc, il faut le savoir. J'écris en vert ici. Phi' est continu dans le cas d'un saut de potentiel qui est fini. Dans le cas. Alors, ce que j'appelle un saut de potentiel, vous voyez bien ici sur le schéma, j'ai parlé du puits de potentiel fini, ça veut dire que E0, là, le saut, c'est la partie que je vais repasser en quoi? En bleu. Allez, hop, je repasse en bleu. Voilà, ce que j'appelle le saut de potentiel, c'est ça, à gauche et à droite. Voilà, vous avez une discontinuité de potentiel. Bon, quand vous avez une discontinuité de potentiel qui reste finie, eh bien, on va admettre que phi', et il faut le savoir, phi' est aussi continu. Donc, dans le cas d'un saut de potentiel fini, j'espère que j'ai la place pour l'écrire, dans le cas d'un saut de potentiel fini, phi' est aussi continu. Voilà. Et on l'applique. Alors attention, ce n'est pas le cas dans le puits potentiel infini. Vous avez un saut de potentiel qui est infini. Et dans ce cas, vous pouvez vérifier sur les solutions qu'on a obtenues que phi' n'est pas continu. Alors, il faut se rendre compte que en fait, le puits de potentiel infini, ça n'existe pas. L'infini, c'est une approximation. Donc, cette discontinuité de phi', elle est un petit peu artificielle.
dans la réalité physique, la fonction d'onde et sa dérivée sont toutes les deux continues. Et d'ailleurs, elles répondent à l'équation de Schrödinger qui fait intervenir la dérivée seconde. On ne pourrait pas calculer la dérivée seconde de phi si phi' n'était pas continue. Bon. Alors, donc je reviens à ce que je disais là tout à l'heure. Je me fais encore un petit peu de place ici. Le fait que phi' soit continu en x égale L sur 2, on peut l'écrire. Phi' est continu en x est égal à L sur 2. Et voilà, compte tenu des expressions de phi2 et de phi3, alors phi3, où est-ce qu'il est, je vais le remettre ici, phi3 de x, c'est, on a dit B3 exponentielle moins alpha x. Voilà. Alors, le fait que phi' soit continu en x et L sur 2, je vais demander à Océane de me dire comment ça s'écrit mathématiquement. Si elle m'entend. Ça fait B2K de cos KL sur 2. Ah non, parce que quand vous dérivez cos kx en x égale... Oui. Moins B2K de sin KL sur 2. Voilà. Est égal à moins alpha B3 exponentielle de moins alpha L sur 2. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est juste des maths, hein, mais dites-moi s'il y a un truc que vous ne comprenez pas là-dedans. Okay. Alors, bon, on se retrouve avec un truc un petit peu compliqué. Alors, tout à l'heure, c'était un B2, je crois que j'avais oublié l'indice 2. On se retrouve avec un truc assez compliqué. J'entoure les deux équations là qu'on vient d'obtenir, donc par continuité de phi et de phi'. Hein, donc ça fait partie des trucs que vous devez retenir, que j'ai résumé dans la dernière moitié de page là du polycopier. Vous devez savoir que si on a un saut de potentiel fini, alors phi et phi' sont continus. Bon, alors c'est mathématiquement, c'est un truc qui est assez costaud, mais on aimerait bien connaître au minimum les valeurs des niveaux d'énergie. Or, si on avait la valeur de K, on pourrait retrouver les valeurs des niveaux d'énergie, puisque le niveau d'énergie s'exprime facilement en fonction de K. Hein, je vous rappelle, dans un domaine où où l'énergie potentielle vaut 0, c'est E égale H bar carré K au carré sur 2M. C'est-à-dire c'est la même chose que P2 sur 2M. Donc, il suffirait d'obtenir les valeurs de K à partir de ces deux équations. Et pour ça, il faudrait éliminer B2 et B3. Alors, il y a une astuce pour éliminer B2 et B3. Ben, tenez, est-ce que quelqu'un la voit, cette astuce? Pour y aller assez vite, regardez, j'ai écrit 1 et 2 autour de ces deux équations. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour éliminer instantanément B2 et B3 entre ces deux équations? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux équations? On peut diviser 2 par 1. Ouais, super, c'est ça. Hein, c'est le bon réflexe. Il faut diviser une équation par l'autre. D'accord? Donc, voilà, pour voir si tout le monde... Allez, Naïs, mettons. Vous avez entendu là ce qui a été proposé? Est-ce que vous pouvez le faire? Qu'est-ce que ça donne quand on divise une équation par l'autre? Du coup, on va avoir moins K sin KL sur 2 divisé par cos KL sur 2. Ok, ça s'appelle tangente KL sur 2. Ah oui, c'est la même chose à l'intérieur. Donc ça va être égal à moins alpha E de moins alpha L sur 2 sur E de moins L sur 2. Voilà, c'est-à-dire deux fois la même chose. Et donc finalement, voilà, on a tangente KL sur 2, très bien, égale alpha sur K. Bon, et bien cette équation-là, c'est celle que j'ai écrite. Je vais revenir sur le polycopier. Là, j'ai commencé à me décaler du polycopier. C'est ça. Voilà. J'avais marqué pour les solutions paires, montrer qu'on a cette condition-là. Tangente de KL sur 2 égale alpha sur K. Bon. Alors, j'appelle ça une condition de quantification. Pourquoi j'appelle ça une condition de quantification? Parce qu'en fait, c'est cette équation
qui va nous donner les valeurs possibles de K. Et si on a les valeurs possibles de K, on aura aussi les valeurs possibles pour l'énergie. Cette équation, elle n'est pas vérifiée pour n'importe quelle valeur de K. Donc, comme on a seulement certaines valeurs de K possibles, on a seulement certaines valeurs possibles pour l'énergie. Donc, voilà mathématiquement d'où sort cette quantification. Sinon, un peu plus physiquement, si vous voulez, la quantification, elle vient du fait que la particule, elle est liée au puits. Le fait qu'elle soit liée au puits, ça ne peut pas se déplacer, s'écarter indéfiniment du puits. Donc, ça a imposé, vous avez vu par exemple que B1 soit égal à 0, que A3 soit égal à 0. En fait, ça vient de là aussi, la quantification. C'est du fait que B1 égale à 0 et que A3 soit égal à 0, et du fait du raccordement de la fonction phi et de phi prime, qu'on obtient cette quantification. Voilà. Donc en fait, dès que vous avez une particule qui est astreinte à se déplacer dans une zone réduite, vous avez une quantification de l'énergie. Ce n'est pas une propriété uniquement des puits de potentiel constants par morceau. C'est toujours vrai, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce petit truc? Alors je dis pas que c'est facile, là ça devient mathématiquement, c'est des trucs, il faut avoir un petit peu d'astuce, un petit peu d'entraînement, mais dans un problème ça serait plutôt guidé. Je vous demande pas de connaître ces résultats là qu'on vient d'écrire, par exemple tangente KL sur 2 égale alpha sur K, moi je ne le connais pas. C'est simplement on écrit l'équation de Schrödinger, on écrit les continuités de phi et phi prime au bord, et puis voilà, on trouve ces conditions comme ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Voilà, alors comme on ne sait pas résoudre cette équation, tangente KL sur 2 égale alpha sur K, on la transforme un petit peu. Alors, c'est du calcul, c'est pas du calcul compliqué, mais il faut, pour résoudre l'équation au moins de manière graphique, pour pouvoir discuter un peu du nombre de solutions, il faut transformer cette équation de tangente, il faut la transformer en cosinus. Alors, comment est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on n'est pas obligé de résoudre complètement cette équation, mais comment est-ce qu'on fait a priori? Je vais demander à quelqu'un pour passer des tangentes au cosinus. Allez, Tom, comment on peut passer d'une tangente à un cosinus? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme genre de formule? On ne pourrait pas dériver l'expression aussi? Alors, si on dérive, ça va faire un truc compliqué a priori, mais est-ce que vous connaissez une formule qui relie cosinus et tangente? En maths, vous n'avez pas vu, par exemple, 1 plus tangente carrée, vous savez ce que ça fait? 1 sur plus tangente carrée. On a dû le voir, mais là, je ne vois pas comme ça, j'ai oublié. Bon, ça fait 1 sur cos carré. C'est facile à vérifier à partir. Vous écrivez sin carré plus cos carré égale 1 et puis vous obtenez ça. Bon, et donc quand vous inversez, ça vous fait cos carré de x égale donc 1 sur bien sûr 1 plus tangente carré de x. Voilà. Et donc ça fait cos x. Bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est cos KL sur 2. Cos KL sur 2. C'est donc égal à plus ou moins 1 sur racine de 1 plus tangente carrée de KL sur 2. Et tangente de KL sur 2, on a vu que c'était alpha sur K. Donc ça fait 1 plus alpha sur K au carré. Voilà. Bon, alors quand vous remplacez alpha sur K par leurs expressions qui sont connues, on les a écrites avant, les expressions de alpha et de K, vous pouvez retrouver l'expression que je vais encadrer maintenant là en violet, cette expression-là. Vous allez retrouver cette expression-là en posant bêta égale le machin compliqué qui est à droite. Machin compliqué, mais c'est une constante. C'est-à-dire que si vous savez quelle est la valeur de E0, la valeur de l'épaisseur grand L du puits de potentiel, la valeur de la masse de la particule, c'est bon, vous pouvez calculer cette constante bêta. D'accord ? Alors, donc, pourquoi calculer K? Encore une fois, c'est pour calculer les niveaux d'énergie. Alors, vous voyez que c'est plus compliqué, c'est nettement plus compliqué dans ce cas que pour le puits de potentiel fini. Mais bon, encore une fois, dans un problème, ce serait guidé. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre d'équation compliquée
Je vous le montre sur la page suivante, mais ce n'est pas un truc très important en soi, hein, c'est juste pour vous montrer comment on conduit des calculs. Donc l'équation qu'on a obtenue, c'est une équation du type, donc je répète, c'est cosinus de KL sur 2 égale bêta fois KL sur 2. Alors si on pose x égale KL sur 2, cette équation, ça correspond à l'intersection de la courbe rouge, en fait, hein, cos de x et cos de KL sur 2. Il faut voir s'il y a une intersection entre la courbe rouge, cos KL sur 2, et la droite bêta KL sur 2. La droite bêta KL sur 2, c'est la droite en pointillé rouge. Et bien, vous voyez que graphiquement, il y a toujours au moins une solution. Voilà, ici, par exemple, je vais vous faire en vert, je repasse le point d'intersection. Il y a forcément, quelle que soit la valeur de la constante bêta, il y a forcément au moins une solution à cette équation. C'est-à-dire que, quelle que soit la hauteur, entre guillemets, de ce puits de potentiel fini, eh ben, vous pouvez toujours, il y a toujours au moins un état possible pour la particule, par exemple pour l'électron, dans lequel donc cet électron va se retrouver confiné dans le puits. Hein. Mais bon, il n'y a pas d'expression simple pour ces niveaux d'énergie. Là, c'est pour ça qu'on est en train de résoudre ça graphiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fonction de la valeur de bêta, hein, le bêta, j'ai recopié là son expression ici. Et ben, vous voyez que plus le puits est large, c'est-à-dire plus L est grande, plus bêta est petit. C'est-à-dire plus la pente de la droite est grande. Pardon, plus la pente de la droite est petite. Hein. Donc, plus vous allez avoir d'intersection entre la courbe en pointillé rouge et la courbe rouge. Donc, plus vous allez avoir de niveaux d'énergie possibles. Ça correspond à ce qu'on retrouve en physique classique. De la même façon, plus E0, c'est-à-dire plus la profondeur du puits de potentiel est grande, plus vous aurez de solutions, plus vous aurez de niveaux d'énergie possibles. Voilà. Hein. Donc là, il n'y a rien à retenir par cœur à ce niveau-là. Je vous présente, moi, l'allure des solutions mathématiques pour la fonction d'onde, alors qui sont difficiles à calculer. Hein. Je ne vais pas vous demander de calculer ça, mais voilà. Ici, ce qu'on obtiendrait donc pour ce puits de potentiel de hauteur finie, et ben voilà, à gauche, vous avez l'allure de la fonction d'onde. Alors, il y a marqué psi, mais en fait, moi, ce que j'ai représenté avec les notations du cours, c'est phi. Fonction d'onde, c'est la partie spatiale de la fonction d'onde. Donc vous voyez que pour le niveau n égale 1, ben, ça a l'allure, il n'y a aucun nœud au centre, hein, ça a l'allure de ce qu'on a vu précédemment pour le puits de potentiel infini. Pour n égale 2 également, ça a une allure comparable puisque vous avez un nœud qui est au centre. Voilà. Et puis pour n égale 3, etc., s'il y a 3 niveaux possibles, hein, on a des allures qui sont comparables à ce qu'on avait obtenu dans le cas du puits de potentiel infini. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire mathématiquement de ces solutions? Si vous voulez, quand on regarde un petit peu l'équation de Schrödinger stationnaire, on s'aperçoit que vous avez une dérivée seconde qui s'annule, phi seconde est égal à 0, chaque fois que la fonction d'onde est nulle. C'est-à-dire que vous avez une inversion de la courbure. Je ne sais plus comment on dit ça en mathématiques. Quand vous avez une dérivée seconde qui change de signe, rappelez-moi. J'ai un trou. Je dis inversion de la courbure, mais comment ça s'appelle en maths? Vous ne savez plus? Personne ne sait me dire? Un point d'inflexion. Voilà, ça me revient. Voilà. Donc vous avez un point d'inflexion là à chaque fois que la fonction d'onde s'annule. Hein. Et puis vous avez un point d'inflexion chaque fois que l'énergie potentielle prend la valeur de l'énergie totale. Voilà, chaque fois qu'il y a un changement de signe de E moins EP, donc vous avez des points d'inflexion, là partout je mets des petits points bleus. Voilà. Mais l'allure de la fonction peut être assez compliquée. Voilà, ça c'est la fonction d'onde de phi. Et quand on veut la densité de probabilité de présence de la particule en question, eh ben, ça donne ce qui est à droite, là, que j'entoure en vert.
hein, ça représente la densité de probabilité de présence de la particule. Donc, on voit que cette densité de probabilité de présence, pour un puits fini, c'est-à-dire un puits qui a un sens physique, elle n'est pas forcément nulle au bord du puits. Et vous avez une chance non nulle d'observer la particule dans une zone qui serait interdite par la mécanique classique. Donc, c'est ce que je suis en train de hachurer en vert, là, si vous voulez. Dans ces zones-là, normalement, en physique classique, on ne devrait pas pouvoir voir l'électron parce qu'il devrait avoir dans ces zones-là une énergie cinétique négative, ce qui n'a pas de sens. Voilà. Hein, donc, pas de résultat là-dessus, pas de résultat à connaître par cœur, c'est juste la méthode générale. Hein. L'idée de base, c'est exploiter les continuités de phi et de phi prime dans le cas d'un saut de potentiel fini. Et puis au préalable, exploiter les symétries du problème. Donc là, on a parlé des niveaux d'énergie pairs, on pourrait parler des fonctions d'onde, des solutions impaires, mais c'est le même genre de calcul, hein, donc il n'y a rien à retenir particulièrement là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la résolution graphique, s'il vous plaît? Je n'ai pas trop compris en fait en quoi ça donne les solutions, le point d'intersection entre Alors, θx. En fait, oui, regardez, l'équation, elle est là, elle est entourée en violet ici, c'est cos de KL sur 2 égale plus ou moins bêta fois KL sur 2. Si vous voulez, je vais le réécrire d'ailleurs ici en rouge. Cos de KL sur 2 égale plus ou moins bêta fois KL sur 2. Alors bêta, c'est quoi? C'est une constante qui est connue. Parce que bêta, c'est une fonction uniquement de la masse de la particule, l'énergie potentielle E0 et la largeur du puits de potentiel grand L. Donc, ça va être donné dans un énoncé, donc c'est une constante qui est connue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette résolution graphique? On pose que KL sur 2, on l'appelle x, donc ça fait cosinus x égale plus ou moins la constante bêta fois x. X, c'est l'abscisse du graphique. Alors, avec ça, comment on résout ça? Eh bien, la fonction qui est en rouge, c'est cosinus x. Et la fonction qui est la droite, qui est en tiret rouge, c'est la fonction bêta fois x. Je n'ai pas parlé d'ailleurs de l'autre solution, c'est cosinus x égale moins bêta fois x. Je vais le faire en tiret vert, mettons. Voilà. Là aussi, ça donne des solutions. Donc, la résolution graphique, ça consiste à à regarder où sont les points d'intersection entre la droite en pointillé et la courbe rouge, ou les points d'intersection entre la droite en vert et la courbe rouge. Donc, ça nous donne encore d'autres solutions qui sont ici et là. Pour chacune de ces valeurs de grand X, on a une valeur de K. Donc, si on a trouvé la valeur de K, on a la valeur de l'énergie, puisque on sait que l'énergie dans le puits de potentiel, hein, c'est h bar carré K2 sur 2m. Donc voilà le principe de la résolution graphique. On cherche les points d'intersection, on en déduit grand X, on en déduit K, et on a le niveau d'énergie. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, du coup. Ouais. Voilà. Je ne dis pas que c'est simple, hein, il n'y a rien à retenir par cœur, encore une fois. Là, ici, dans cet exemple-là, ça voudrait dire qu'il y a 3 niveaux d'énergie possibles pour l'électron? Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Bon, alors 3 niveaux d'énergie pairs, en fait, parce que là, on n'a parlé que des solutions paires. En fait, si vous faites la même chose avec les solutions impaires, ben, je vous propose de le faire, mais pour vous, hein, vérifier, c'est le même genre de calcul. Pour les solutions impaires, en fait, on trouverait que les valeurs de K sont données par l'équation qui est au-dessus. Là, je vais l'entourer en violet ici. C'est une équation dans laquelle, au lieu de cos KL sur 2, vous avez sin KL sur 2. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi, sur le même graphique, j'ai fait une courbe en bleu, qui est la courbe sinus de KL sur 2. Voilà. Donc il faudrait rajouter aussi les solutions correspondant à ces fonctions d'onde impaires. Ok? Voilà, c'est un truc un petit peu compliqué qui est à la limite de ce qu'on peut vous demander dans ce chapitre. Hein. C'est bon jusque-là?
Alors, voilà, ça représente ce qu'on vient de faire là, cette histoire de puits quantique, ça représente, je dirais, plus de la moitié des exercices que je vais demander dans un DS. Si vous regardez un petit peu les annales, les puits quantiques, alors je peux faire des variantes comme j'ai dit, il y a pas forcément, je ne vais pas forcément faire un puits à bord bien carré, bien droit. J'ai déjà fait en DS, j'ai déjà proposé un puits quantique avec une allure parabolique. J'ai proposé aussi dans les dernières années un puits avec une forme de triangulaire pour l'énergie potentielle. Mais dans ce cas-là, comme c'est plus compliqué, je donne les étapes. Hein. Mais si vous regardez un petit peu les annales aussi, je commence toujours par quelque chose de plus simple et de proche du cours. Et qu'est-ce qui est simple et proche du cours? C'est le puits quantique infini à bord bien droit. Hein. Donc il faut bien maîtriser ce qu'on a fait là dans la première partie. J'en mets toujours un petit morceau. Voilà, c'est le puits de profondeur fini. Vérifiez que vous êtes capable de réécrire les équations correspondantes. Hein. Voilà. Et donc, je disais, ces puits quantiques, ça représente, grosso modo, ça représente bien la moitié de ce que je peux demander en exercice dans un contrôle sur ce chapitre de mécanique quantique. Alors, donc ça, c'est tout ce qui concerne ces puits quantiques. C'est quoi? C'est intéressant à chaque fois qu'on a une particule qui est astreinte à se déplacer dans une zone limitée. Elle est enfermée dans un trou, quoi. Voilà. Alors, c'est pas le seul truc qu'on peut faire en mécanique quantique. Vous pouvez avoir des particules qui sont libres, hein, donc on dit des états libres ou des états de diffusion, et qui rencontrent un obstacle. Hein. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de problèmes très classiques en mécanique quantique. Et donc, dans un deuxième exemple, maintenant, je vais commencer ce deuxième type de situation. Alors, pour ça, pour traiter ces exemples-là, ces problèmes-là, il y a une notion qui intervient souvent, c'est la notion de courant, de probabilité. Et donc, je vais revenir un petit peu en arrière sur une page qui ne m'avait pas servi jusque-là. Je vais vous dire laquelle c'est. C'est la page concernant les courants de probabilité. Alors, je ne sais plus exactement où c'était. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est la page 10. Non, pardon, c'est la page 19. Voilà, courant de probabilité. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans d'autres domaines de la physique, vous avez écrit des équations dites de conservation. Alors, par exemple, vous avez vu ça certainement en électrostatique ou de manière générale en électromagnétisme. Peut-être dans le cours d'ondes électromagnétiques, je ne sais pas. Certainement au moment où vous avez écrit les équations de Maxwell. Vous avez vu ça certainement également en mécanique des fluides. Et puis, en tout cas, vous l'avez vu avec moi en diffusion thermique, en diffusion des particules. On a également une équation de conservation pour les particules qui diffusent. Alors, est-ce que Titouan, par exemple, pourrait me dire si ça lui rappelle quelque chose, une équation de conservation, comment ça s'écrit en physique? Par exemple, en électromagnétisme. Est-ce que Titouan... Oui. Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, plutôt que de piocher, je voudrais avancer un petit peu. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler, par exemple, en électromagnétisme, comment on écrit ça? On écrit des ronds ρ sur des ronds t, Oui. à moins divergence de J. Des ronds ρ sur des ronds t égale moins divergence de J. Très bien. Qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Lilian. D'accord, merci. Donc, moins div de J. Voilà. Hein, donc ça, vérifiez dans vos cours. Alors ça, c'est en électromagnétisme. Rho, c'est la densité volumique de charge. En mécanique des fluides, c'est la masse volumique. Et puis, vous avez vu aussi en diffusion, dans ce cas, on écrit petit n comme densité volumique de particules. Voilà. Donc ça, c'est l'équation dite locale de conservation de la charge. Et quand on en fait l'intégrale, quand on intègre ça sur un volume, j'écris volume en dessous,
ça donne une équation globale de conservation. Hein. L'équation globale, ça serait ici, je vais l'écrire en rouge, ça serait dQ sur dt. Voilà, si on parle de l'électromagnétisme, par exemple, est égal à moins intégrale sur la surface qui entoure le volume en question de J scalaire ds. Voilà. Donc ça, c'est une équation qu'on retrouve également, par exemple, en diffusion thermique. C'est la quantité de chaleur qui sort reliée au courant volumique, au courant thermique volumique. Voilà. Ok. Alors bon, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à tout le monde, mais voilà, en tout cas, ça, vous l'avez déjà vu donc, dans 3 domaines de la physique différents. Et ben voilà un 4e domaine, la mécanique quantique, dans lequel on peut écrire une équation comme ça. Alors ça, je ne vais pas vous en faire la démonstration, parce que ça constitue un des exercices corrigés dans le polycopier d'exercices de cours. D'ailleurs, il faut que je mette la correction en ligne. Je vais le faire tout à l'heure. Hein. Et donc, dans un de ces exercices, on part de l'équation de Schrödinger et on montre qu'on peut former, à partir de l'équation de Schrödinger, une quantité qui se comporte comme J, ce courant de particules. Alors, qu'est-ce qui va remplacer ρ dans les équations précédentes en mécanique quantique? Eh ben, ça ne va pas être la masse volumique, par exemple, comme en mécanique des fluides, ça va être la densité de probabilité de présence. Donc, si vous remplacez, je vais entourer l'équation correspondante, si vous remplacez ρ par la densité de probabilité de présence qui est, je vous rappelle, module de psi au carré, eh bien, on peut montrer assez facilement avec l'équation de Schrödinger qu'on a cette équation-là, d rond de psi carré sur d rond t, qui est l'équivalent de d rond ρ sur d rond t, c'est égal à moins la divergence d'un certain j, avec j égale quoi? Eh ben, tout est là, la question c'est de déterminer quelle doit être l'expression de j pour que ce soit valable, et il se trouve que au final, après simplification, on trouve l'expression qui est là. Hein. Donc, je le réécris, c'est J égale partie réelle, le re, ça veut dire ça, c'est la partie réelle de l'expression qui est là. Psi étoile. Alors, psi étoile, pour moi, ça veut dire complexe conjugué. Est-ce qu'en maths, vous notez avec une étoile ou avec une barre au-dessus? Une barre. Une barre. Alors, pardon, je vais faire. Donc, vous pouvez modifier sur votre polycopier. Donc psi bar fois donc la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement c'est moins i h bar gradient, voilà, fois psi. Voilà. Alors quand on est à une dimension, je vais écrire ici, à une dimension, ça nous donne j égale partie réelle de psi bar fois moins i h bar d rond sur d rond x de psi. Voilà, appliqué à psi. Donc moins d rond psi, je vais l'écrire plus simplement, moins d rond psi sur d rond x. Monsieur, il ne manque pas le m? Oui, il manque le m, merci. C'était p sur m, moins ih bar sur m. Voilà, c'est ça. Bon, donc voilà. Alors ça, c'est pas une expression que vous avez à retenir par cœur. Hein. Ce qui est au programme, c'est uniquement le cas d'une onde plane. Alors pour une onde plane, vous pouvez le faire. Hein, allez-y, tiens. C'est pas quand on est à une dimension. Voilà, on va l'écrire. Si vous appliquez ça, je vous rappelle, pour une onde plane à une dimension, je vais pouvoir écrire que psi, c'est une certaine constante a fois exponentielle moins i fois, alors je vais l'écrire avec les k, donc oméga t moins kx. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vous laisse l'écrire. Allez, le petit exercice, 30 secondes. Vous appliquez la formule du dessus. Voilà, l'expression de J qui est écrite au-dessus.
vous l'appliquez à l'expression de psi qui est en dessous, c'est-à-dire au cas d'une onde plane, c'est-à-dire en mécanique quantique, au cas d'une particule libre qui a une énergie et une quantité de mouvement bien définie. Qu'est-ce que ça donne comme expression pour J? Et c'est l'expression qu'on va écrire dans le cadre bleu, enfin le cadre grisé là qui est en dessous. Et c'est cette expression-là du courant de probabilité qu'il faudra retenir. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai pas eu le temps de finir, mais. Bon, alors dictez-moi les étapes intermédiaires du calcul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai écrit J égale, je recopie, J égale partie réelle de, puis alors je recopie. Alors psi bar, qu'est-ce que ça fait? Si A c'est un réel, qu'est-ce que ça fait? Ça fait A. Exponentielle I de oméga t moins kx. Voilà. Fois moins IH bar sur M, fois IK, phi. Fois IK, fois psi, c'est-à-dire je recopie A exponentielle moins I oméga t moins kx. Ok, alors comment ça se simplifie? En fait, ça se simplifie beaucoup, ça? Ça fait quoi? Du coup, il reste A carré fois H bar sur M. Alors, mettons que A, pour rester général, mettons que A ce soit un complexe. Dans ce cas, j'aurai A bar et A. Hein. Donc, ça fait, en tout cas, ça fait module de A au carré fois. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit après? H bar fois K sur M. H bar K sur M. Voilà, exactement. Il n'y a plus rien d'autre. Et comme c'est un réel déjà, eh ben, ça fait tout simplement la partie réelle, c'est la valeur elle-même. Donc, ça fait l'amplitude de cette onde sinusoïdale au carré que multiplier H bar K sur M. Voilà. Alors, je vous fais remarquer que c'est un truc assez normal du point de vue de la mécanique classique, parce que H bar K en mécanique quantique, je vous rappelle que c'est la quantité de mouvement, et quand vous faites la quantité de mouvement sur M, ben ça fait ce qu'on appelle en physique classique la vitesse. Hein. Donc en fait, ça correspond à module carré de l'onde fois la vitesse. Bon. Et le module carré, je vous rappelle qu'il donne physiquement la densité de probabilité de présence. Hein, donc on obtient un truc qui est très analogue à ce qu'on a en physique classique. En physique classique, par exemple, en mécanique des fluides, J, le courant volumique, c'est ρ, la masse volumique, multipliée par la vitesse. Hein, donc ça fait J égale ρV. Et ben là, simplement on remplace le ρ par la densité de probabilité de présence, A au carré, hein, pour une onde sinusoïdale. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce petit calcul qu'on vient de faire? Donc, en tout cas, il faut retenir, je vais vous écouter pour la question, mais il faut retenir cette expression hein, du courant de probabilité. C'est l'expression qui est en grisé, qui est au programme. La démonstration, elle, n'est pas au programme. Alors, votre question, je vous écoute. Je ne sais pas qui commençait à poser une question. C'était bonne. Oui. Du coup, l'expression A carré H bar K sur M, c'est quoi qui fait office de vecteur là? C'est le K ou? Alors, pardon, le vecteur, d'ailleurs, j'ai mis un vecteur à droite, alors que, en fait, vous n'avez juste, au programme, vous avez juste le K à une dimension. Donc, j'enlève le petit vecteur J, là, il faudrait que je le corrige. Donc, c'est le courant, c'est module de A au carré, A étant l'amplitude de l'onde sinusoïdale attachée à la particule libre, fois V. Et du coup, excusez-moi, votre question, c'était quoi précisément? En fait, c'était juste ça, parce qu'on avait écrit un vecteur égale un scalaire égale un vecteur. D'accord, très bien. Ouais. C'est un truc que je fais remarquer d'ailleurs souvent aux élèves. Ils laissent un vecteur à droite, un scalaire à gauche, ou l'inverse. Voilà, je fais la même erreur. C'est bon? Voilà, donc avec ça, voir pour la démonstration, voir l'exercice de cours, oui. Ici, le A est complexe. Il peut être complexe. Okay, voilà. Comme on a A sur une barre là. Oui, si on met une barre en dessous, voilà, ça pourrait être un complexe. Ça serait le même résultat d'ailleurs si c'était un réel. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, oui. Juste, je comprends pas. P, vous l'avez remplacé par quoi? Ben, P, la quantité de mouvement en fait. Qu'est-ce que c'est en physique classique? C'est H bar fois K, mais. Non, mais ça c'est en mécanique quantique. Mais en physique classique, c'est quoi la quantité de mouvement? P, c'est quoi? C'est M fois V. C'est M fois V. Donc je l'ai juste remplacé ici P par MV. Je dis. Mais c'est. Oui.
Oui, mais c'est pas là que je voulais dire. C'est dans le calcul de J, un peu plus en haut. Oui. Vous l'avez remplacé par moins I H bar. Oui, moins IH bar gradient. Bah, parce que ça vient. Alors, c'est OK. Je crois que j'ai compris ce que vous me dites là. Je reviens dessus. Ça vient d'une page précédente que j'avais intitulée Règles de correspondance. Hein. Donc, on avait vu que, à partir du cas du nombre plane, d'ailleurs, on avait vu que l'expression de la quantité de mouvement en mécanique quantique, c'est un opérateur moins IH bar gradient qui est appliqué à psi. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut donner comme application de ça, de ce courant de probabilité? Alors, c'est un truc que je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, visiblement, mais je vous donne déjà l'idée, hein, le début. L'idée, c'est voilà, c'est de répondre à cette page 28. Si vous voulez, si vous avez compris, une fois qu'on aura résolu la page 28, a priori, vous pouvez tout faire dans les exercices. Alors, et dans les annales. Hein. Donc, ça, c'est un truc qu'on va faire essentiellement au prochain TD, hein, cette page 28. Mais si vous voulez vous entraîner ce week-end, sachez que vous pouvez déjà faire tous les exercices de cours du polycopier que j'ai distribué. Et dont je vais mettre la correction sur Arch là, ce soir. Enfin, je vais vérifier si elle n'est pas déjà mise. Et puis, vous pouvez faire dans les annales de DS, vous pouvez faire tout ce qui est de type puits quantique. Puisque ça, vous avez tout vu pour les puits quantiques. Alors j'ai mis moi les corrections, pour l'instant j'ai mis les corrections des 2 années précédentes, et puis je vais voir en fonction de ce que j'ai le temps de faire lundi, juste après je mettrai les corrections des 2 années encore antérieures. Hein. Donc vous aurez la correction des 4 annales de DS qui sont sur Arch, plus la correction de tous les exercices de cours. Voilà, avec ça fait déjà un bon entraînement. Ok, donc je voulais dire, qu'est-ce que c'est, à quel problème on va s'atteler au prochain TD? Eh bien, c'est au cas d'un flux de particules qui sont libres, c'est-à-dire qui ne sont pas astreintes à se déplacer dans un puits de potentiel, hein, dans un trou. C'est les particules qui peuvent venir de l'infini et qui rencontrent un obstacle. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'elles vont faire sur cet obstacle? Donc un obstacle, ça va être par exemple une marche, là, comme ça. Alors je vais vous montrer, ça c'est un cas parmi d'autres, je vais vous montrer avec un petit schéma tout ce qu'on peut traiter en mécanique quantique à partir du cours, à partir de ce qu'on a vu ensemble. Voilà. En gros, c'est ce que je représente ici, là. Alors, voilà. Imaginez, vous avez des particules comme une bille, hein. Imaginez, pour l'instant c'est de la mécanique classique, imaginez que vous avez une bille qui arrive ici sur la gauche et elle arrive donc sur une élévation comme ça, sur une petite bosse. Donc la question c'est, en physique classique, c'est simple, il y a deux choses l'une, soit la particule a assez d'énergie pour monter sur la bosse et continuer, donc dans ce cas elle va continuer mais avec une vitesse plus faible parce que son énergie cinétique aura diminué, soit elle n'a pas assez d'énergie et cette bille, elle va revenir en arrière. Voilà. Il n'y a que 2 possibilités. Et ben, on va voir qu'en mécanique quantique, c'est un petit peu plus rigolo que ça. Il y a une possibilité que la bille continue un petit peu vers la droite, même si elle n'a pas l'énergie suffisante. Bon. Alors, nous, on va s'intéresser conformément au programme à des évolutions de l'énergie potentielle qui sont constantes par morceau, c'est-à-dire qu'on va simplifier le dessin de gauche en une marche de potentiel comme elle est représentée à droite. Voilà. On va voir ce qui se passe, donc, par exemple, pour des électrons. Alors, on a vu le puits de potentiel, mais pour l'instant, on a vu uniquement le cas d'une particule qui n'a pas l'énergie suffisante pour sortir du puits, donc classiquement qui oscillerait entre 2 positions comme ça. Mais en physique classique comme en physique quantique, on peut s'intéresser à une particule qui vient de loin, qui a déjà une certaine énergie cinétique et qui va passer à travers ce puits, c'est-à-dire qui va descendre dans le puits, qui va remonter, puis qui va ressortir. Alors,
En physique classique, ben, c'est tout simple. Tant qu'on peut négliger les frottements, il est clair que la particule qui arrive, elle va ressortir de l'autre côté avec la même vitesse. On va voir qu'en mécanique quantique, il y a une probabilité non nulle que la particule revienne en arrière. Donc c'est aussi un truc un petit peu surprenant. Vous pouvez avoir aussi le cas d'une bosse, comme ça. Vous envoyez une particule sur une bosse, et cette particule elle peut avoir l'énergie suffisante pour contourner la bosse, pour passer au-dessus, puis pour revenir de l'autre côté. Ça, en physique classique, ça n'est possible que si l'énergie initiale de la particule est supérieure à l'énergie potentielle au maximum, au sommet de la bosse. Et là aussi, on va voir en mécanique quantique qu'il y a une probabilité non nulle pour que la particule puisse se retrouver de l'autre côté de la bosse, alors qu'elle n'a pas l'énergie suffisante, a priori, en mécanique classique. Voilà. Bon, et puis on peut inventer encore d'autres variantes rapidement. Le cas du double puits de potentiel, ça je l'ai fait dans un DS donc qui figure sur Arch. Ça permet de modéliser, par exemple, des molécules comme la molécule d'ammoniac, dans laquelle vous avez un atome d'azote qui passe à travers le plan des atomes d'hydrogène. Voilà. Vous pouvez aussi modéliser, on peut aussi, avec les équations qu'on a vues, traiter le cas des puits d'un appui de potentiel répété de manière régulière. Donc ça modélise ce qui se passe dans les cristaux, dans certains lasers dits à cascade quantique. Voilà, on peut faire plein de choses à partir de ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, ce qui me reste aussi, ce qu'on pourra voir aussi, c'est le petit QCM. On n'a pas tout à fait fini. Enfin, on a juste commencé, je crois, le petit QCM que je vous ai donné, mais c'est plus de la culture générale. Hein, donc, je vous enverrai la correction du QCM en ligne sur Arch. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je crois que je ne vais pas me lancer dans la mise en équation du problème des marges de potentiel, sachant qu'il me reste 1 minute. Donc, je préfère répondre aux questions là, si vous en avez. Ou alors vous êtes trop fatigué pour en poser? Oui. Moi, monsieur, j'aurais une question. Mais Oui. si c'est sur une annale, donc si personne n'a des questions,